Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler Antiquité, nous allons parler tourisme, nous allons parler de Luxor. Justement, pour rappel, jeudi dernier, une cérémonie grandiose a eu lieu à Luxor. Justement, l'occasion, c'était l'inauguration de l'allée des Béliers. Voilà, on parle justement de ce site antique, très connu, mais justement l'inauguration avec un nombre plus grand justement de statues qui ont été dévoilées et justement c'était l'occasion de parler des temples de Luxor, mais aussi de la ville de Luxor, un musée à ciel ouvert, le plus grand au monde. Ce soir, nous allons parler justement de cette cérémonie, de cette inauguration qui a eu lieu justement en présence du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Pour commencer, comme d'habitude, c'est avec l'actualité. Et l'actualité, à la une justement de l'actualité, c'est surtout le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Moït, le ministre du secteur des Affaires Hichem Taufi, ainsi qu'avec la ministre de la Solidarité sociale Nivine El-Qabbaj. Lors de la réunion, le chef de l'État a enjoint de poursuivre les efforts de développer les travaux des entreprises du secteur public dans le but de les réformer d'une manière efficace et selon les normes de restructuration. En fait, selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur la poursuite des efforts visant à développer le secteur des entreprises publiques. L'Égypte, justement, organise demain, et à partir de demain, en fait, la deuxième édition du Salon international de la défense et des industries militaires, le DEX 2021, sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Le salon accueillera plus de 400 sociétés exposantes de 42 pays du 29 novembre au 2 décembre 2021. L'exposition comprend également 21 pavillons internationaux et devrait attirer plus de 30 000 visiteurs du secteur des industries de la défense et de ceux qui s'intéressent au domaine des industries de l'armement et de la défense. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se dirige vers Barcelone pour participer au 6e Forum régional de l'Union pour la Méditerranée. Il doit en outre participer à la 3e réunion ministérielle de l'Union européenne avec les États du voisinage méridional. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez, en fait, le chef de la diplomatie devait réitérer l'importance du forum régional en tant que cadre institutionnel valide pour la coopération régionale via les deux rives de la Méditerranée dans plusieurs domaines. M. Choukri doit aussi affirmer l'engagement de l'Égypte de travailler avec ses partenaires dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne vers plus de complémentarité lors de la 3e réunion ministérielle de l'Union européenne et les États du voisinage méridional. Le ministre des Affaires étrangères doit passer en revue les priorités de l'Égypte pour une meilleure coopération avec le côté européen dans plusieurs domaines. Par ailleurs, M. Choukri doit affirmer l'importance d'accroître les investissements européens en Égypte et les États de voisinage méridional et renforcer les exportations de ces pays au marché européen. Voilà, à présent, madame, monsieur, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Juste après, ça va être la partie débat avec Luxor et l'allée des Béliers. Le président Abdel Fattah el-Sisi préside le sommet du marché commun des pays d'Afrique orientale et australe, le COMESA, avec la participation des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Assemblée. Le président el-Sisi s'entretient avec le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, en marge du sommet du COMESA tenu à la nouvelle capitale administrative.
Le président Sisi s'entretient avec la secrétaire générale du COMESA à la nouvelle capitale administrative. Le président Sisi reçoit le conseiller du roi de Bahreïn pour les affaires diplomatiques, Sheikh Khaled bin Ahmad. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte les zones touchées par les inondations dans le gouvernorat d'Assouan. Le président el-Sisi assiste à la cérémonie d'inauguration de l'allée des Béliers à Luxor, considérée comme le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Le chef de l'État écoute une explication détaillée du ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, sur le projet de restauration et de développement de l'allée des Béliers à Luxor lors de la cérémonie d'inauguration. Le président Sisi reçoit un appel téléphonique du prince héritier d'Abu Dhabi et le commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Voilà, on parle de Luxor, on parle de l'allée des Béliers, on parle d'une soirée inoubliable justement, une cérémonie grandiose avec la participation du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Sans plus attendre justement et pour avoir plus de détails, ça va être avec notre invité pour ce soir, Dalia Fathi. Bonsoir Dalia, vous êtes guide touristique, vous êtes experte en tourisme et puisque je vous connais un petit peu, voilà. Vous adorez Luxor, si je ne me trompe pas. Vraiment, c'est ma deuxième capitale. Parfait. Le Caire, j'étais née là-bas, mais mon travail, c'est à Luxor. Très bien. Et justement, moi, je rêve de rester à Luxor pour toujours, après cette fête-là. Parfait. Vraiment. Justement, voilà, un bon départ. Oui. Et justement, pour commencer, quel regard vous portez sur la cérémonie de jeudi soir? Vraiment, le premier mot que j'ai entendu parler de tous les touristes que je travaillais hier selon Luxor, ils m'ont dit c'était un rêve de voir Luxor d'une carte visuelle. C'est-à-dire, je dois regarder bien, selon la carte, la place de Luxor, l'importance de Luxor par rapport au Caire, les monuments qui gardent une impression adorable pour tout le monde. Alors, Luxor, ça sera, comme on dit, un rêve que tout le monde arrive pour faire un musée ouvert. Ça, c'est très bien de faire ça parce qu'il n'y a pas une barrière entre les monuments et tout le monde. Le monde va toucher, le monde va regarder de tous les côtés. Le monde va suivre une allée. Ça, c'est l'important. C'est une fête. Fête depuis longtemps, qu'on dit c'est la fête de Opet. C'est le dieu Amon-Ra qui quitte Luxor vers sa maison. Alors, la maison là-bas, c'est la fertilité. Ça commence la crue du Nil, ça commence l'inondation, ça commence tout ce qui est riche pour Luxor. Et jusqu'à nos jours, il y a des fêtes de Mouled de Abou el-Haggag. Justement, ils fêtaient de la même façon, avec les bateaux, avec des statues. Il entoure le temple de Luxor. Et ça sera pour nous quelque chose de très important de revivre cette histoire une autre fois. Parfait. Justement, pour rappel, j'aimerais bien justement qu'on vous propose un peu plus de détails sur cette cérémonie, sur cette soirée pour commencer. Et justement, pour rappel, vieux de 3500 ans, les centaines de sphinx à tête de bélier et corps de lion, justement, de Luxor ont retrouvé une nouvelle vie, mais aussi une nouvelle, justement, une jeunesse sur l'allée qui
mène au temple de Karnak dans le sud de l'Égypte. Jeudi soir, lors d'une cérémonie grandiose, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré l'allée des Béliers, cette allée de statues rénovée qui mène au temple du dieu Amon, l'une des principales divinités du panthéon égyptien. L'objectif, assure le ministère du Tourisme, est de faire des lieux un musée à ciel ouvert. On va en parler, mais juste après ce commentaire signé d'Alia Kala. Une cérémonie grandiose a eu lieu jeudi soir au temple de Luxor à l'occasion de l'inauguration de l'allée des Béliers, vieille de 3500 ans. Le président Abdel Fattah el-Sisi et plusieurs hauts responsables de l'État y ont assisté. La ville de Luxor s'est transformée en un grand théâtre à ciel ouvert. La cérémonie à laquelle ont pris part 800 jeunes, dont 400 originaires de la ville, a ressuscité la fête d'Opet, un jeu de lumière dans les deux temples de Karnak et de Luxor, a mis en relief la beauté unique de la civilisation pharaonique. Des bateaux ont servi de scènes flottantes sur lesquelles a lieu le somptueux spectacle devant le temple d'Hatchepsout sur la rive ouest de Luxor. Une cinquantaine de calèches décorées et illuminées ont filé le long de la corniche accompagnées de troupes de danse. Le but de la cérémonie était non seulement d'inaugurer l'allée des Béliers, mais surtout de déclarer la ville de Luxor musée à ciel ouvert. Un documentaire a été diffusé retraçant la grandeur de la civilisation égyptienne et mettant en relief les atouts touristiques de Luxor, faisant de cette ville un endroit touristique par excellence. La cérémonie a commencé par une chanson contemporaine du célèbre Mohamed Hama'i accompagné de Lara Iskandar et s'est achevée avec la chanson Luxor Baladna de la célèbre troupe Preda avec une nouvelle distribution musicale. En outre, des performances artistiques inspirées de la civilisation pharaonique et du folklore de la ville de Luxor ont été présentées par différents artistes, dont Wael El-Fashni, Azdel Ostoul et Safi Chat, tous accompagnés d'une musique du grand compositeur Nader El-Abbasi. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les lieux, voilà les deux temples, le temple de Karnak, le temple de Luxor, ceux qui ont eu justement l'occasion d'aller visiter ces deux temples ou le site en général. Moi, si je ne me trompe pas, il y avait justement cette allée de Béliers qui était toujours là, mais justement pour comprendre un peu plus, voilà, il y a aujourd'hui beaucoup plus de statues, beaucoup plus de sphinx, beaucoup plus justement de tout, avec aussi de nouvelles découvertes. On aimerait justement savoir quelle est l'histoire de cette allée, Dalia, quelle est l'histoire justement de cette allée, et pour commencer, pourquoi il y avait qu'un certain nombre justement de statues devant le temple, et on s'arrêtait là. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on voit justement un plus grand nombre de statues qui ornent les deux côtés. Alors bon, il y a un travail plus de 10 ans. D'accord. C'est-à-dire le travail était plusieurs fois arrêté. Mais on a achevé aujourd'hui un grand nombre, pas mal, de statues. Alors, vous savez très bien que vous parlez de la restauration. De la restauration et la découverte des statues aussi. Parce que normalement, Karnak s'arrêtait devant Luxor avec une allée. Alors, cette allée, c'était devant Luxor du Sphinx. Les statues, c'était avec une tête du Sphinx. D'accord. Et devant Karnak, c'était une tête d'un bélier. D'accord. Et ça, c'est l'histoire. Voilà. Et l'allée de Bélier, voilà, c'était l'allée la plus grande. Ouais. La plus grande. Alors, le peu de nombre de statues qui étaient avant, c'était les béliers. Et c'était cassé, et c'était entre les maisons et les maisons. Il y avait des maisons et des églises, une église et une mosquée. Alors, ils gâchent un petit peu l'allée et tout le monde ne veut pas casser l'église ou bien la mosquée pour garder la maison de Dieu. Alors, c'était un grand travail, comme on dit, de l'État, de notre aussi docteur Khalil Alani avec son groupe d'égyptologues et archéologues égyptiens qui ont commencé à étudier le site selon un musée ouvert. On va garder les statues sur place et en même temps on va relier avec le temple de Luxor.
Et finalement, nous, on fait la même chose que les anciens Égyptiens. Eux, ils ont relié les deux. Mais les maisons qu'ils ont construites, l'église et la mosquée, alors ils vont arrêter un petit peu le chemin. Aujourd'hui, tout le monde européen rêve de regarder aujourd'hui, ça sera comment l'avenue devant les Béliers, devant Karnak. Surtout, c'était un nombre pas mal, 250 statues. Par rapport à Luxor, c'est 807 statues d'un sphinx. Et pour quelle raison alors jusqu'à maintenant, on fait des fouilles? Parce que vous savez très bien, l'allée présente une grande fête chez les anciens Égyptiens. C'est la fête de Opet. La fête de Opet, entre guillemets, c'est notre fête copte aujourd'hui, qu'on l'appelle Béba, la saison de Béba. Ou bien Baba. Et justement, pour ouvrir là des parenthèses, c'est le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, qui nous a rappelé, qui nous a expliqué un petit peu et raconté cette fête et son histoire. Exactement. Voilà. Selon son sujet, on doit parler un petit peu pour que tout le monde connaisse c'est quoi la fête de Opet. Une fête de fertilité, une fête que le dieu Amon prouve à tout le monde qu'il y a des enfants, qui est fertile. Et c'est pour cela qu'il se transforme dans une tête d'un sphinx, un être humain fort et puissant, protection pour le dieu. Et tout d'un coup, il sort avec sa femme vers le temple de Karnak, avec leur bateau, et il se repose pour 2-3 semaines, 11 jours parfois, pour avoir une grande fête, une grande cérémonie d'avoir des enfants. C'est-à-dire, entre guillemets, il rentre 2, il sort 3. Et ça prouve sa fertilité et la commencement de la saison de Béba, ou bien la crue du Nil et la fertilité à tout le monde. Selon aussi l'importance du point de vue archéologue, ou bien archéologie, ou bien l'égyptologue qu'ils ont travaillé, ils ont étudié bien ces statues pour réparer et pour restaurer le reste qui était mal restauré il y a longtemps. C'est pour cette raison, si quelqu'un va faire visiter le temple le soir, ça sera magnifique parce que les couleurs qu'ils ont mis, les spots qu'ils ont utilisés, les lampes aussi indirectes, la lumière là-bas, il va donner l'impression comment le dieu partait, de quelle région vers quelle région, une allée incroyable des statues. Et il y a 2 jours aussi, ils ont rajouté à peu près de 10 statues en plus qu'ils ont découvert déjà, pour les restaurer et pour rajouter. Voilà, ça c'est magique justement, qu'on est en train toujours de trouver, il y a toujours des fouilles, il y a toujours de nouvelles découvertes. Savez, le nom de Luxor vient du mot quel mot? Le nom du Luxor, c'est-à-dire la ville des châteaux. Et à quoi signifient les châteaux chez nous? Ce sont des palais? Non, ce ne sont pas des palais, ce ne sont pas des maisons blanches. Mais c'était les monuments redressés partout à Luxor. Et finalement, c'était sous le sol. Et c'est pour cela que c'était perdu à peu près un tiers des monuments qui restent. Et c'est pour cela que l'État, en plus, il rajoute des choses pour qu'il complète un petit peu l'histoire de Luxor. Justement, si on part selon notre patrimoine, ou bien notre culte, ou bien notre culture en général des monuments, il disait qu'il y a un tiers qui reste sur la terre de Luxor. Moi, je vois, et comme j'ai entendu le docteur Khaled Al-Anani annoncer, que moi, je ne suis pas avec cette phrase. L'histoire de l'Égypte, elle est plus grandiose qu'un tiers de notre civilisation pour le monde. Notre civilisation, elle est différente. C'est-à-dire, on ne peut pas les comparer. Je ne peux pas comparer le château de Baran en pin avec Karnak. Je peux pas. Ça, c'est un château, et ça aussi, c'est un château. Alors, mais je ne peux pas comparer. Je ne peux pas comparer l'histoire grecque avec l'histoire des monuments. Et c'est pour cela, on est imposé à tout le monde de bien savoir notre histoire. Vraiment, je suis fière d'être une guide égyptologue. Entre guillemets, j'ai gagné les deux. Elle a permis d'être guide touristique. Et en même temps, je suis fière aujourd'hui de ressortir à tout le monde des choses que je n'ai pas expliquées avant. Et pour un rêve que l'État complète dans tous les côtés de Luxor leur projet. Ça sera
dans le prochain, Inch'Allah. Très bien. Et, voilà, on ne parle que de 2 jours, justement. Ouais. C'était jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui, c'est dimanche. Est-ce que vous avez eu des échos de la part de touristes que vous connaissez? Ah oui. Racontez-nous. Hier, j'ai travaillé vers Saqqara. Premièrement, j'ai fait les pyramides. D'accord. Après mes explications, ils ont rajouté l'histoire de Saqqara et le complexe funéraire. Et tout d'un coup, j'ai dit, vous n'allez pas faire Luxor? Ils m'ont dit, non, c'est ici. Après la fête qu'on avait vue hier, on a demandé à l'agence d'arrêter le Caire pour faire 2-3 jours à Luxor. 2-3 jours à Luxor, c'est-à-dire, ce n'est pas une croisière seulement vers Aswan, non, les 3 jours, ça sera à Luxor. Ah oui. Ensuite, ils retournent vers le jour de 4, je vais faire Alexandrie avec eux. Ensuite, on termine avec la place de Tahrir. Regardez, et le musée de la civilisation. Et l'État aujourd'hui prouve à tout le monde qu'elle est capable de faire un autre tourisme qu'on rêve. Le tourisme qu'on rêve aujourd'hui, de bien garder l'histoire dans la tête des touristes. Si je suis dans un musée ouvert, alors l'histoire reste pour toujours, les photos qu'ils vont faire. L'histoire qu'ils vont raconter que tout le monde, ils ont fait des choses assez grandioses aujourd'hui. Les guides qui étaient accompagnés avec eux pour expliquer à fur et à mesure tout ce qui est moderne. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'histoire aujourd'hui, moi j'ai fait une combinaison comme la femme de notre président. Vous avez vu la femme de notre président? Oui, la première dame. Avant. Tout à fait. Alors, comment elle était habillée? Moi j'étais ravie d'avoir une dame de l'Égypte, une reine de l'Égypte habillée avec une robe comme la reine Ti. Alors, c'était imiter la broderie des pharaons. Le style qu'elle a porté prouve qu'elle a aimé tant assister à cette fête-là. C'est très symbolique en fait. Exactement. Voilà. Elle a fait un symbole pour tout le monde qu'elle est une femme égyptienne. Justement, depuis hier, j'ai porté ma carte de guide. Je n'ai pas enlevé. Et j'ai dit, je vais chercher des couleurs, chaque robe avec sa couleur pour attirer l'attention pour mon métier. Parce que si je descends dans la rue, même les Égyptiens aujourd'hui sont fiers de leur civilisation. Depuis la parade qui était à la place de Tahrir jusqu'à nos jours, il y a des fouilles, il y a des découvertes, il y a des fêtes selon le tourisme. Justement, c'est fascinant d'écouter, de vous écouter parler justement de l'histoire. Et certainement, justement pour rappel, ces festivités ont aussi mis en relief les efforts déployés au cours de longues années de travail pour ressusciter l'allée des Béliers et rendre justement au temple millénaire leur splendeur d'antan. Les travaux de réhabilitation de ce trajet ont commencé concrètement en 2010, il faut le rappeler, une tâche qui n'a jamais été facile à cause de l'empiètement des habitations, comme vous l'avez justement mentionné, sur une grande partie du trajet. Tout de suite, plus de détails sur les dernières découvertes, mais aussi sur les travaux en cours, dans ce commentaire de notre collègue Dalia Karam. Il y a plus de 10 ans, les autorités égyptiennes ont décidé d'éliminer toutes sortes d'empiètements sur l'allée des Béliers. Il était inacceptable que ces statues soient cachées par des habitations, par une mosquée ou une église bâtie sur l'enceinte du temple d'Amon, soulignent les archéologues. Ainsi, en 2010, le gouvernorat de Luxor a commencé à éliminer les empiètements. Parallèlement, des travaux de restauration des Béliers ont commencé et des fouilles sur l'allée ont eu lieu en parallèle. Mais la révolution de 2011 est venue interrompre les travaux qui ont repris il y a quelques années. Cette allée, dite Dromos, qui fait 2700 mètres de long et 76 mètres de large, reliait dans le temps les temples de Karnak et de Luxor. Elle comportait à l'époque 1200 statues dont la plupart étaient formées d'un corps de lion accroupi avec une tête de bélier et des cornes recourbées. Elles font référence au dieu Amon, adoré dans l'ancienne Thèbes et symbolisant à la fois la puissance physique et l'énergie fécondante.
Ainsi, l'animal réunit en lui la force du lion et l'ardeur du bélier, ce qui en fait un être exceptionnel. Actuellement, on ne trouve sur l'allée des Béliers que presque 300 statues quasi complètes. Les travaux de restauration et de réhabilitation de l'allée des Béliers ont été accomplis en parallèle aux fouilles archéologiques. Vers la mi-octobre, 3 têtes géantes de béliers appartenant à l'allée ont été découvertes au sud d'une porte construite par les Ptolémées au temple de Karnak. Selon le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri, ces têtes ont probablement été construites sous le règne d'Amenhotep III, qui était le 9e pharaon de la 8e dynastie égyptienne qui a régné entre 1390 et 1352 avant Jésus-Christ. Ces têtes ont été restaurées et ensuite déposées sur les corps dans l'allée des Béliers. Les archéologues ont aussi mis au jour les restes d'une statue de cobra cachée sous l'une des bases des statues. Outre les statues, le sol même de l'allée a été réaménagé et un nouveau système d'éclairage a été installé pour faire de ce trajet un lieu de visite exceptionnel. Le projet de réhabilitation des temples de Karnak ne concerne pas seulement l'allée et ses statues, mais aussi la restauration et la conservation d'autres monuments découverts dans les temples au cours des dernières années. Et justement, pour rappel, et comme on a justement pu suivre, c'est tout un projet de réhabilitation des temples de Karnak qui ne concerne pas seulement l'allée des Béliers ou ces statues, mais aussi la restauration et la conservation d'autres monuments découverts dans les temples au cours des dernières années. Quelles sont les découvertes les plus importantes ? Bon, justement, la façade de temple de Luxor, pour les statues, c'était bien restauré parce qu'il y a eu une mauvaise restauration il y a quelque temps. On ne demande pas qui a fait ça, on ne demande pas pourquoi ils ont fait ça, mais l'État aujourd'hui, ils ont imposé des gens qui ont été braves dans ce domaine-là pour une reconstruction pour les choses qui étaient un peu mal restauré. Et c'est pour cela aussi, dans le temple de Ramsès III, dans le temple de Karnak, moi, il y a combien de temps que j'ai vu par les yeux des restaurations partout. Je vois les gens avec des cotons, des piqûres, des choses qui soignent. Et ce sont des Égyptiens, ce ne sont pas des étrangers. Et ça, surtout, on a prouvé déjà, avec la parade et les momies, et comment on a soigné tout ça, que on est capable de bien restaurer les murs et les couleurs des temples. Moi, je vois Luxor l'importance de faire un musée. Et c'est pour cela, avec les monuments qui étaient redressés aujourd'hui, et ils ont déjà fait la corniche, les souks touristiques. Et il y a une vie tourisme aujourd'hui. Même les calèches, aujourd'hui, les calèches sont partout identiques. Il n'y a pas une calèche différente que l'autre. Il n'y a pas un bateau qui est différent, qui fait la croisière. Alors, le tourisme, ça sera un tourisme vraiment bien organisé si on continue le projet jusqu'à la fin. Et ça, c'est l'aide de tout le monde. Les peuples là-bas, les habitants là-bas, ils doivent bien savoir que leur pays, bien leur ville, elle est mondiale aujourd'hui parce que tout le monde, ils ont donné un point de vue de tourisme sur cette Luxor. Et justement, ils ne vont pas laisser le peuple tout seul, c'est-à-dire à organiser le tourisme. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, l'État surveille, l'égyptologue, de temps en temps, ils vont pour réparer. Et en même temps, l'importance qu'il n'y a pas de problèmes qui empêchent ça. C'est-à-dire, l'État a donné l'argent suffisant. Et les chaînes, ils ont donné, tant parlé sur Luxor. Alors, la publicité aussi, c'est très important. Et moi, je vois que tout ce qui est avec les yeux touche bien le cœur. Est-ce que cette cérémonie représentait un petit peu une campagne de publicité aussi? Ah oui, ah oui. Ça a été retransmis par de nombreuses chaînes et de millions et de millions de personnes ont pu justement suivre la cérémonie en direct. Oui, oui. Votre reportage va parler selon les gens francophones.
Mais il y a d'autres chaînes dans toutes les langues. Moi, je vois aujourd'hui les avions qui partent vers Luxor de tous les côtés de l'Égypte, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Le Caire, même de la Soie, ils ont allé pour assister. Et il y avait des étrangers aussi qui ont assisté selon cette fête. J'ai entendu parler ça. Mes collègues, ils ont parti par avion pour voir ça. Mais la semaine prochaine, c'est promis, je vais visiter, regarder et filmer comme tout le monde. Parce que sur ma page, je dois avoir quelques aussi photos visuelles vis-à-vis du site. C'est pas que j'ai pris de quelqu'un, mais vraiment comme étant une guide, j'espère bien que je vais accompagner les touristes vers Luxor. Parfait. Et justement, retour à ce point de restauration, voilà des travaux de restauration menés par des Égyptiens. Et justement, vous avez mis le point sur ce détail. Et justement, pour rappel aussi que les dernières découvertes aussi ont été révélées par des Égyptiens, voilà, des missions égyptiennes qui travaillaient aujourd'hui. Vous savez que le premier qui a découvert la statue d'un sphinx, c'était un égyptologue égyptien dans les années 1949. Ah, d'accord. C'est-à-dire dans le XIVe siècle. Bon. On descend vers l'histoire aussi. Le sphinx, ou bien l'allée du sphinx, c'était inauguré dans la 30e dynastie, c'était dans la période tardive de l'histoire après la Nouvelle Empire. Entre les deux, c'est à peu près 1400 années. C'est-à-dire il y avait les pharaons qu'ils ont édifiés, il y avait le premier égyptologue qu'ils ont découvert. Voilà. Alors tout le monde, ils ont travaillé, ce sont des mains d'Égyptiens. Alors on n'a pas demandé à quelqu'un de chercher. Le premier qui a trouvé, c'était un Égyptien. Et ça, on a été comme un exemple pour nous que tout le monde travaille aujourd'hui selon ce secteur important qui était le secteur des monuments. Ça ne va pas de faire une publicité selon le tourisme, parce que le tourisme, elle est grandiose dans le monde. Les plages, les sites monumentaux, le sport, alors il y a plusieurs facteurs qui donnent le tourisme. Mais nous sommes uniques par rapport au monde avec notre histoire. Chaque ville aussi du sud raconte quelque chose. Si je parle de Luxor, Assouan, Abou Simbel, jusqu'à la Nubie, on a 110 pyramides là-bas. Alors bon, ils complètent l'histoire. Quand j'étais au musée du Caire, même, il y a des petits tableaux qui racontent Luxor et des statues de Ramsès II et Hatshepsut. Alors, même ici au Caire, on est fiers d'avoir un grand nombre des monuments qui datent de cette époque 18e dynastie, c'est-à-dire une partie très importante selon Luxor et Assouan. Très bien. Justement, vous parlez de Luxor en tant que musée à ciel ouvert, et ça c'est très impressionnant. Mais vous avez aussi mentionné les souks. L'autre aspect peut-être de tourisme dans cette belle ville, il y a le Nil, il y a les souks, il y a voilà, les habitants de cette ville qui travaillent plus ou moins tous dans le tourisme, voilà, qui connaissent bien les sites, mais aussi l'histoire de ces sites. Et justement, on a pu suivre lors de la cérémonie cette importance accordée et à cet aspect antique, cet aspect justement tout à fait culturel, traditionnel, de l'histoire, mais aussi un aspect moderne avec le ballon, à titre d'exemple, avec le souk, avec les calèches, comme vous l'avez justement mentionné. Et justement, dans cette optique, et en référence en fait aux déclarations de Dr Khaled El Anani, le ministre du Tourisme et des Antiquités, nous allons faire un vaste tour d'horizon, si vous me le permettez, justement, de l'état actuel du tourisme dans le pays et du retour prévisible, certainement, vers des chiffres très positifs dans un avenir très proche. En 2010, le nombre de touristes internationaux a atteint les 14 millions, année record avec près de 600 000 Français. En 2019, on en a compté un peu moins, environ 13 millions, mais avec un montant de recettes supérieur. Cependant, cette année-là, les Français ne furent que 309 000,
Actuellement, depuis le retour du tourisme, on recense l'arrivée d'environ 1000 Français par jour, ce qui était à peu près ce qu'on enregistrait en moyenne par jour en 2019. Pour les autres marchés, le ministre du Tourisme et des Antiquités a précisé que près de 50 000 Russes sont venus depuis la réouverture début août, après près de 6 ans de fermeture, et que le marché anglais est dans les starting blocks pour la saison hivernale qui va commencer. Revenons sur l'impact de la pandémie Covid sur l'économie égyptienne. Khaled Anani a déclaré que parce que le tourisme fait vivre plus de 3 millions de familles en Égypte, le gouvernement a aidé les entreprises à maintenir les emplois et à améliorer la formation des personnels pendant toute cette période. Actuellement, 844 établissements hôteliers ont obtenu leur certificat sanitaire. Et en cas de test positif en cours de séjour, les frais induits par un confinement et une prolongation de séjour nécessaires, ainsi que les modifications de retour seront totalement prises en charge par l'État égyptien. Parmi les nouveautés que le ministre tenait à présenter, un nouveau programme de vols intérieurs entre Sharm el-Sheikh et Luxor, entre Hurghada et Luxor-Ouassouan, avec des tarifs ultra intéressants, d'environ $100 l'aller-retour taxes incluses, afin de permettre aux touristes des stations balnéaires de découvrir quelques-uns des plus beaux sites du pays en faisant un aller-retour dans la journée. De plus, pour ceux qui ne feraient pas le déplacement, un musée archéologique a été inauguré à Sharm el-Sheikh en octobre 2020. Tandis que celui d'Hurghada a ouvert ses portes en mars 2020. Tous les deux avec un large panorama de l'histoire et de la culture égyptienne. Sur le plateau des pyramides de Gizeh, des restaurants seront installés sous forme de structures légères à bonne distance des pyramides, mais avec une vue panoramique sur le site. De plus, les bus touristiques qui traditionnellement avaient accès au plateau de Gizeh ne pourront plus le faire. Des bus électriques silencieux et non polluants feront la navette entre le parking à l'entrée du site des pyramides et le plateau. En avril dernier, la parade des momies, sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi, a vu le transfert des momies des pharaons depuis le musée du Caire vers le nouveau musée de la civilisation égyptienne devant des centaines de milliers de spectateurs. Un moment de très grande fierté pour tous les Égyptiens. Depuis, ce musée reçoit environ 3000 visiteurs nationaux chaque jour, 3 fois plus que le musée national. En tant que ministre des Antiquités, Khaled El-Anani est très fier des découvertes récentes comme à Saqqara où ont été mises à jour 159 sarcophages intacts ainsi qu'une superbe tombe datant de la 5e dynastie. Certaines de ces découvertes sont le fruit du travail d'équipes archéologiques 100% égyptiennes, tandis que d'autres sont le fruit de leur collaboration avec des équipes de spécialistes de plus de 25 pays qui travaillent souvent depuis des années sur un même site de fouilles. Très fier aussi de l'ouverture prochaine du Grand Musée égyptien avec ses 490 000 m² où sera exposée l'intégralité du contenu du tombeau de Toutankhamon, un ensemble que seul Howard Carter et les autres participants aux fouilles de l'époque ont pu contempler en totalité. Pour Khaled El-Anani, 2022 est une année qui s'annonce comme majeure pour le tourisme en Égypte. 2022 sera l'année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Ce sera le centenaire de la découverte du tombeau inviolé de Toutankhamon. Et 2022 verra enfin l'inauguration du fabuleux Grand Musée égyptien au pied même des pyramides. Sans nul doute, l'année 2022 sera égyptienne. Il y avait le nouveau musée de la civilisation qui a été inauguré il y a quelques mois. La réinauguration, si on se permet justement, de l'allée des Béliers. Voilà. Aujourd'hui, on parle de Luxor, un musée à ciel ouvert. Justement, un événement aussi très attendu, très prochainement, on l'espère bien, justement, l'année prochaine, si je ne me trompe pas, pour le nouveau grand musée, voilà, le nouveau musée, le grand musée, est-ce que c'est correct? Tout près aussi du site des pyramides. Moi, quand je passe devant la place, tout le monde, même le chauffeur avec moi, quand on va vers ce musée. Mais moi, je ne pense pas que quand ils vont le faire, mais ça sera une fête pour le Caire. Moi, je pense que
l'ouverture de cette musée-là, ou bien ce musée-là, ça sera pour nous quelque chose de beaucoup plus important que tous les découvertes qu'on a fait dans les années précédentes. Parce qu'on va mettre la place bien, une bonne place pour le roi qui mérite d'être placé selon le monde qu'ils ont vu, le trésor de Toutankhamon. Voilà, il doit abriter le trésor de Toutankhamon, justement. C'est unique. Mais bon, je dois dire c'est unique parce que si je fais le musée du Caire, tout ce qui était monument à l'intérieur attire l'attention, mais tout le monde demande où se trouve le masque à la fin. Toutankhamon, elle est où? Mais il est où? Alors bon, je dois le faire montrer. Je ne peux pas faire le musée du Caire sans passer devant le trésor de toutes. Et justement, quand il y a une partie qu'ils ont enlevée en exposition vers la France ou bien n'importe quel pays, bon, elle était là, le trône, il est où? Alors, toujours, ils demandent selon les affaires de Toutankhamon. D'accord. Alors, si on va faire un musée assez grandiose pour lui, c'est sûr et certain, ça sera un chef d'œuvre au monde tout entier, parce que toute, elle est devant vous, toute, elle est comme une preuve qu'il y a une grande civilisation en or. Vous connaissez, si on vit aujourd'hui le tourisme d'or, comme M. Khaled Alimi a dit, mais aujourd'hui, je dois dire qu'il y a le musée en or. Ça, je ne peux pas lui dire parce que moi, je n'ai pas rentré jusqu'à maintenant. Je ne peux pas vous dire combien ça sera, les choses placées ou bien dans quel cadre. Mais les gens qui travaillent jour et nuit là-bas m'ont raconté, ça sera splendide. La grandeur, la lumière, les soins aussi des catafalques sont là-bas. Voilà, les moyens muséologiques aussi les plus sophistiqués, justement, seront mis en place, et ça c'est vrai. Et justement, ce qui fera aussi la particularité de ce musée, c'est que ça sera aussi lié aux pyramides plus ou moins, c'est-à-dire, voilà, ça sera un site, voilà, tu vas voir justement une certaine connexion, justement, on saura, on pourra justement faire cette promenade, justement, moi je ne fatigue pas entre les deux sites, voilà. Le centre-ville tous les jours. Alors les gens qui veulent faire un mélange d'histoire, oui, tout, alors je vais descendre, il n'y a pas du temps, alors bon, tout, c'est devant vous, c'est dans une meilleure place. Parce que si on est fier de Luxor, on est fier aussi de cette tombe grandiose qui était dans la vallée. Justement, pour rappel aussi, j'aimerais bien rappeler que Luxor, c'est la Haute-Égypte, c'est au sud justement du Caire, dans le sud de l'Égypte certainement, mais tous ceux qui aiment bien faire la mer, voilà, aller dans les villes justement de la mer Rouge, Sharm el-Sheikh, Hurghada, c'était toujours possible de se rendre à Luxor ou à Aswan justement lors de d'excursions d'une seule journée. Et voilà, aller-retour, voilà, c'était toujours possible, justement pour, on rappelle que c'est bien possible de faire les deux en même temps. Et la plongée, à titre d'exemple, justement, les stations balnéaires de la mer Rouge, les plongées, le snorkeling et tout cela, et en même temps faire Luxor et Aswan, justement. Il ne faut pas se rendre au Caire, c'était les vols charter et tout cela. Merci beaucoup à vous, Dalia Fathi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est toujours un plaisir de vous avoir justement sur le plateau de Naïl International. Vous êtes guide touristique et vous êtes aussi experte en tourisme. Merci encore. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et à la prochaine.